plus c'est fait jeune, plus on a un effet de levier fiscal qui est intéressant et moins ça va coûter. Il faut en tout cas avoir conscience qu'il y a des enjeux, que ces enjeux-là sont importants, qu'il faut les anticiper, que c'est un sujet qu'on peut aborder à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 60 ans. Ah ouais, alors c'est 45 en taux facial, mais si vous faites ça, plus ça, moi fiscalement, je vais faire en sorte que ça coûte moins cher. L'assurance vie est utilisée pour, dans certains cas, déshériter un héritier. Il ne faut pas non plus le limiter à se dire, je peux transmettre une entreprise qu'à mes enfants. Je peux aussi transmettre à des salariés. Les gens qui sont expatriés aux États-Unis, on leur avait jamais parlé d'un testament international en France. Et en cours de réflexion, cet enfant a dit, en fait moi non, je le reprendrai pas. Si on fait rien, on sait que ça coûtera plus cher. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Patrimoine, le podcast de la gestion de patrimoine accessible à tous. On y reçoit des experts pour avoir les idées claires. On vous donne les clés pour comprendre et agir sur vos placements financiers et la gestion de votre patrimoine. Et aujourd'hui, on vous donne les clés de la transmission avec Stéphane Absolu, dirigeant et fondateur de Pixis Conseil, avocat fiscaliste. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu. Le podcast est préparé avec TSMF Agence, tout sur mes finances. Je suis Mathieu Berthaud, dirigeant et cofondateur de mon partenaire Patrimoine. Bienvenue dans cet épisode 5 et merci pour votre fidélité. Alors Stéphane, la transmission, quand on y pense, souvent on pense succession et donc des moments un peu difficiles dont on n'a pas forcément envie de parler, mais ça ne s'arrête pas à ça. Non, alors, quand on parle de transmission, il faut le voir de manière, je dirais, globale, sur une durée qu'on espère relativement longue, puisque la transmission, c'est un sujet qui s'anticipe par définition. Donc, quelque part, quand on dit transmission-succession, c'est que la plupart du temps, on n'a pas forcément anticipé et que c'est quelque chose de subi, plutôt de violent, parfois de très coûteux, et en tout cas, qui va manquer d'organisation. Donc, la transmission est un sujet par définition, et une stratégie par définition qui s'anticipe. Donc, qui dit anticipation, dit organisation de son régime matrimonial, testament, donation, pacte. Quelque part, on a une panoplie, et d'ailleurs, c'est en cela que le Code civil est bien fait, c'est qu'on a une panoplie très large d'outils qui sont à notre disposition, et qui, parfois, je trouve, ne sont pas suffisamment utilisés, mais par méconnaissance des clients à qui on n'a jamais dit. J'ai hélas, moi, trop croisé de clients qui m'ont dit « Ah, mais on ne m'a pas dit ». Bon, alors ça, quand on arrive après, dans le rendez-vous notarial où les choses sont faites et qu'on dit « Ah bah oui, mais ça, on ne m'avait pas dit ouais. ». Alors j'évite de me remuer le couteau dans la plaie en disant « Ah bah c'est quand même bien dommage ». Mais c'est quand même bien dommage. Ouais. Donc en fait, c'est pas du tout au moment où on se dit on a 50, 60 ans, on est à la retraite, c'est à ce moment-là qu'il faut organiser sa succession. Ça concerne tout le monde, même si on a 30 ans, qu'on commence à constituer un patrimoine, qu'on va avoir des enfants. Dès ce moment-là, on peut construire sa stratégie pour sa transmission. Alors, en termes d'âge, c'est très difficile d'aller donner un critère d'âge en disant il faut y penser. Je dirais il faut y penser presque tout le temps. Et moi, ma question surtout, c'est de se dire, et hélas, la plupart des clients n'ont pas forcément conscience de ce qu'est l'enjeu de transmission. Moi, je croise souvent des clients qui vont me dire « Ah là, j'ai un vrai enjeu IFI. Si jamais je fais un parallèle, l'IFI, allez, on va être à 1%. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Ouais, c'est ça. Les droits de succession, on peut monter jusqu'à 45% de taux d'imposition, qui est le taux marginal d'imposition. Ça fait beaucoup plus mal dans ce cas-là. Donc, ça fait beaucoup plus mal. Il faut choisir un peu son combat, mais c'est surtout, et c'est ce que je dis aux clients, il faut se poser la question. Il faut se poser la bonne question. Et quand on a posé la bonne question, et que le client, en son âme et conscience, ayant été en tout cas informé, se dit « Non, mais moi non, ça ne m'intéresse pas, il n'a pas cette fibre, il n'a pas cette philosophie, il n'a pas cette envie. » Quelque part, là, il n'y a pas d'âge. On dit « Ok, très bien. » Mais moi, mon sujet, c'est surtout de se dire « Est-ce qu'on vous en a parlé ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Est-ce qu'on vous a dit ce qu'il était peut-être possible de faire ? Est-ce que vous savez, par exemple, la manière dont les choses vont se passer ? Est-ce que vous avez fait cette photographie ? Est-ce que vous en avez conscience ? Et une fois que vous avez cette conscience, vous décidez informé de dire non, moi là, ce sujet-là m'intéresse pas. D'accord. Donc, plus qu'une question d'âge, alors évidemment, ça c'est facile à dire, plus on va avancer en âge et moins les sujets, alors, notamment fiscalement, moins les sujets vont être intéressants. C'est-à-dire que dans la fiscalité, la règle de l'anticipation est plus c'est fait jeune, plus on a un effet de levier fiscal qui est intéressant et moins ça va coûter. D'accord. Donc, je ne dis pas non plus qu'il faut se poser la question forcément à 30 ans, mais il faut en tout cas avoir conscience qu'il y a des enjeux, que ces enjeux-là sont importants, qu'il faut les anticiper et que c'est un sujet qu'on peut aborder à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 80, à 90 ans. Maintenant, après, on aura
pas forcément les mêmes outils et les mêmes effets de levier à 90 forcément, que si on se dit j'anticipe à 30 ou à 40 ans. Après, il faut voir le pendant et l'inverse de ça. C'est-à-dire que si j'anticipe ma transmission jeune, je vais vivre avec un patrimoine transmis à mes enfants, à des frères et sœurs, à qui on veut. Et donc, ça veut dire que la vie de ce patrimoine un peu en commun entre moi et mes enfants, moi et mon conjoint, moi, il faut aussi mettre en place des règles qui font que ces enjeux-là sont là aussi connus du client. Les plus gros enjeux sur ces stratégies-là, c'est la connaissance du client des enjeux qui sont les siens. Et que la stratégie qu'il a choisie, ce soit quelque chose avec laquelle il est à l'aise. Je suis à l'aise avec le fait de me dire, j'ai pas anticipé ma transmission. Je suis à l'aise avec ça. Il n'y a pas de problème. J'ai transmis, je sais que je suis en démembrement de propriété avec mes enfants sur des parts de société civile, j'ai aménagé mes statuts, on m'a bien informé, je connais les tenants, les aboutissants, j'ai gardé un certain contrôle, je suis à l'aise avec ça. Très bien. Donc, c'est plus qu'une question d'âge, c'est une question d'information et d'appropriation du sujet. Il faut être sensibilisé. Il faut savoir qu'il y a des outils à tout âge, c'est ça en fait. Ouais. C'est pas parce qu'on s'en occupe qu'il va nous arriver un malheur. Non, ça c'est classique. Je confirme, j'ai pas tué de clients. Et c'est un peu comme, oui, effectivement, quand on se dit mince, il faut que je me protège contre quelque chose, c'est pas parce qu'on se protège que le risque va se réaliser. Oui. Donc, ok. Et donc, au-delà de la question d'âge, alors concrètement, quelqu'un qui se dit, bah tiens, c'est vrai qu'il y a un sujet. Qu'est-ce qu'il se dit? Il va voir qui? Est-ce qu'il va voir un notaire? Mais peut-être qu'il n'en connaît pas. Est-ce qu'il va voir son banquier? Alors, spoiler, non. Est-ce qu'il va voir Stéphane, avocat fiscaliste, mon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine? Vers qui il se tourne en premier lieu? C'est la bonne question, parce que forcément, quand on est client, on est démuni par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est quand même complexe. C'est un sujet aussi qui est très personnel, donc pour lequel il y a des enjeux personnels, donc c'est pas toujours évident. Et donc je pense qu'il y a des clients qui se disent, mais je sais pas moi à qui je peux parler ou qui va m'aider, m'accompagner dans ce sujet-là. Alors, par définition, il y aura un notaire qui va se positionner, puisqu'il y aura des actes notariés, des actes authentiques. Une modification de régime matrimonial, c'est un acte authentique. Un testament, je conseillerais de faire plutôt un testament authentique, même si ça n'est pas obligatoire. Une donation, il y a quand même des avantages à avoir un acte authentique. Donc le notaire va se positionner par définition sur ces sujets de transmission. Maintenant, après, d'expérience aussi, les notaires ont beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux. Donc il faut aussi qu'ils aient cette dimension un peu conseil pour essayer en amont de sensibiliser leurs clients sur ces sujets-là, et non pas d'arriver à la succession en disant bon bah voilà, nous en sommes là. On ouvre la succession. Là, il faut qu'en amont, j'ai sensibilisé mon client, et donc par définition, un professionnel qui est dans la gestion de patrimoine, donc un conseiller en gestion de patrimoine qui accompagne son client, déjà est l'interlocuteur qui va permettre de répondre à un certain nombre de questions et ou, le cas échéant, de le mettre en contact avec des gens qui vont apporter le conseil. Pixis Conseil est un cabinet qui est spécialisé sur les sujets de transmission et qui accompagne justement les clients sur ces thématiques-là. Donc, je dirais le conseiller en gestion de patrimoine, et puisque c'est un sujet de gestion de patrimoine, la transmission, et un peu la personne clé sur ces sujets, sur ces stratégies de transmission. Ouais. Et ce qu'on vit effectivement, et ce qu'on a pu expérimenter, puisqu'on travaille ensemble, Stéphane, pour des clients, au service de clients, en interprofessionnalité, comme on dit. Moi, j'ai retenu une fois, tu avais très bien résumé le sujet, tu avais dit, je suis avocat fiscaliste et moi, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Et moi, j'avais dit, moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine et je ne veux pas être avocat fiscaliste. Parce que, justement, chacun va apporter un élément dans la chaîne de valeur où, effectivement, tu vas retrouver le notaire à un moment, plus ou moins tôt dans cette chaîne de valeur. Et effectivement, c'est comme ça que ça doit être bien construit. Et évidemment, je partage ton point de vue sur le rôle de chef d'orchestre, un petit peu, du conseiller en gestion de patrimoine qui connaît son client, qui le suit pour d'autres sujets. Effectivement, le sujet de la transmission est extrêmement important. Et il y aura à chaque étape, en fait, une valeur ajoutée qui doit être identifié par le client et qui va permettre d'avoir, par son conseiller en gestion de patrimoine, par des cabinets spécialisés dans la transmission, par le notaire qui rédigera l'acte de donation in fine. En fait, chacun a en fait une clé et une valeur ajoutée. Et c'est vrai que l'enjeu le plus important, c'est que cette valeur ajoutée
soit amalgamé au service des intérêts du client. Il n'y a rien de pire que de faire travailler en fait l'ensemble de ses partenaires un peu en tunnel. Je vais voir mon sujet assurance vie avec mon conseiller de gestion de patrimoine parce que j'estime que c'est son sujet. Et puis, je vais faire un sujet donation avec un avocat. Et puis ensuite, je ferai un testament avec mon notaire, sachant qu'ils ont tous travaillé chacun de leur côté. Et au final, on arrive avec une stratégie où, parce que je l'ai vécu, où quand on regarde la globalité du sujet, on se dit, on est passé à côté. Ils ne se sont pas parlé entre eux et au final... Et ça, c'est indispensable. Non, tu as tout à fait raison. Et ce n'est pas forcément quelque part un réflexe naturel de se dire ils sont potentiellement concurrents. Mais en fait, au-delà d'être concurrents, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, c'est au contraire, en les mettant en commun, on peut tout à fait avoir une position d'ailleurs, souvent où il y a une discussion et où on va trouver un consensus ou une solution collectivement au service des intérêts du client. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours... alors, il y a des cas plus faciles que d'autres. Il y a des professionnels avec qui c'est plus facile de travailler. Exactement. Voilà. Mais c'est un gros enjeu pour les clients. Il faut savoir travailler en équipe. Mais effectivement, c'est une équipe au service du client. Déjà aussi parce qu'on est sur des sujets juridiques, des sujets fiscaux, qui sont quand même relativement complexes, évolutifs, et que je me mets en premier. Parler de ces sujets-là avec d'autres professionnels du droit et confronter son point de vue, le compléter, l'amender. J'ai travaillé avec Bernard Manassé qui disait toujours « 2 cerveaux valent mieux qu'un ». D'ailleurs, je complétais même, moi, 10 cerveaux valent mieux qu'un. Alors après, c'est très difficile d'aller mettre 10 professionnels autour de la table. Il faut coordonner. Mais en tout état de cause, 2 cerveaux sur ces thématiques-là, ce sera toujours plus efficace qu'un. Ce ne sera pas de trop, en tout cas, vu jamais. Parfois la complexité. Alors, un élément qu'on a pu évoquer d'ailleurs avec un invité précédemment, Thierry Scher, qui disait « la base de tout, c'est le civil ». Oui. Et il parlait de fondation, en disant voilà, le civil, le juridique, c'est la fondation. En quoi, quand on pense transmission, il faut d'abord commencer par le civil et surtout pas par le fiscal, je dirais. Déjà parce que prendre le prisme fiscal, alors c'est un fiscaliste qui parle, c'est que prendre le prisme fiscal, ça ne peut pas être une finalité en soi. C'est-à-dire que le client qui vient et qui me dit moi je veux pas payer d'impôts, plus payer d'impôts, non, c'est pas ça le sujet. Déjà parce que si on prend ce prisme-là, on va mettre en place quelque chose. Alors déjà, qui risque d'être bancal, qui peut être bancal. Et puis surtout parce que le sujet fiscalité, c'est un sujet impôt. C'est-à-dire de se dire, moi, mon but, c'est de payer le moins d'impôts. C'est en soi, alors je peux comprendre quand une pression fiscale, mais c'est en soi ça ne peut pas être en soi l'objectif premier. Mon objectif premier, ça va être de protéger mon conjoint, ça va être d'aider un enfant handicapé, ça va être de donner à une fondation, enfin ils peuvent être multiples, et c'est ça qui rend le sujet intéressant d'ailleurs. Mais mon premier objectif, c'est de vouloir faire quelque chose, c'est de vouloir agir sur mon patrimoine, de vouloir réfléchir à cette transmission-là, et c'est ça mon premier objectif. Et c'est en cela où je rejoins le fait que le civil est effectivement avant le fiscal, puisque là on va sortir des outils qui sont civils, et ensuite, alors, c'est là où, quelque part, c'est complémentaire, c'est civil et fiscal. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a sorti notre boîte à outils, le code civil, moi, j'ai le code civil et le code général des impôts, les deux sont sur mon bureau. Donc, on sort d'abord le code civil, on se dit, voilà, je vais utiliser tel outil. Et puis ensuite, on prend le code général des impôts et on se dit, en ayant utilisé ces outils-là, comment est-ce que je vais naviguer dans la fiscalité ? Alors, évidemment, pour rester sur le droit chemin, mais pour aussi faire en sorte que mon client ne se fasse pas assassiner. En fait, le problème de la fiscalité française aujourd'hui, c'est que elle est faite avec des taux faciaux qui sont relativement élevés. Vous voyez, la tranche marginale d'imposition, c'est à 45%. Et après, à côté de ça, le Code général des impôts est organisé de telle manière qu'on vous dit « Ah oui, alors c'est 45 en taux facial, mais si vous faites ça, plus ça, que vous anticipez en utilisant telle règle, que vous démembrez, que vous donnez, que vous utilisez l'assurance vie, que vous utilisez votre boîte à outils, moi, fiscalement, je vais faire en sorte que ça coûte moins cher. Donc, votre taux facial, ce n'est pas le taux que vous allez payer, parce que sinon, on reconnaît que c'est très élevé. Donc, ce qui veut dire qu'on navigue avec une boîte à outils civile qui nous permet de répondre aux objectifs premiers du client, qui est de se dire je veux aider un enfant handicapé ou donner à une fondation. Et puis ensuite, on joue avec un effet de levier fiscal. Alors, j'aime pas trop le mot jouer, mais le Code général des impôts est ainsi fait. C'est-à-dire que si on fait rien, on sait que ça coûtera plus cher. Et à l'inverse, le Code général des impôts nous dit, en revanche, si vous mettez en place un certain nombre de stratégies, on peut faire en sorte que ça vous coûte moins cher. Et dans cela, il n'y a strictement rien d'illégal. C'est l'organisation même du Code général des impôts
qui nous demande et qui nous dit « agissez ». Si vous ne voulez pas avoir une pression fiscale qui soit trop élevée. D'accord. C'est le gros enjeu, je terminerai sur la fiscalité, où en fait on marche tout le temps sur un fil. Et en fait, sur ce fil-là, il y a je tombe à gauche, je suis allé trop loin, j'ai pas respecté la règle, l'administration fiscale ne manquera pas, à juste titre, de me dire vous n'y êtes pas. Bien sûr. Et puis, il y a le fil de droite où j'ai pas utilisé ce qu'on m'avait donné et que je paie beaucoup plus cher d'impôts que si jamais j'avais mis en place un démembrement de propriété, un aménagement de mon régime matrimonial, une donation. Et donc, en n'ayant pas utilisé ces outils-là, je suis passé à côté aussi. Donc, nous, on doit marcher sur un fil et rester sur ce fil. Ouais, mais c'est une très bonne image, effectivement. Et pour ne pas payer le prix fort, qui est un peu la contrepartie de ne pas avoir utilisé la boîte à outils, effectivement, il faut faire appel à des professionnels qui vont savoir mettre en musique ce que tu évoquais à l'instant. C'est très clair. Merci Stéphane. Ce qu'on entend souvent, et nous on le pratique évidemment, c'est qu'on ne peut pas bien préparer sa transmission sans utiliser l'outil, dans cette fameuse boîte à outils, l'outil assurance vie. Est-ce que tu peux nous donner, toi en tant qu'avocat fiscaliste, ton point de vue là-dessus ? Alors, l'assurance vie, quand moi je parle d'assurance vie dans mes stratégies, c'est une enveloppe fiscale. Et c'est un message que je fais passer à mes clients, c'est-à-dire que l'assurance vie, c'est une enveloppe de placement financier. Bien sûr. Mais c'est aussi une enveloppe fiscale. Et je dirais, c'est même d'abord une enveloppe fiscale. Et quand les clients me disent, oui, mais l'assurance vie, on peut mettre que du fonds euro, on peut mettre... Non, réfléchissons correctement. Ma première réflexion, c'est de dire que mon assurance vie est une enveloppe de transmission fiscale. Après, à l'intérieur, on mettra des choses en fonction de ce que vous souhaitez mettre dedans. Mais ma réflexion, c'est de dire, c'est une enveloppe fiscale de transmission, parce que quelque part, il y a quand même un avantage non négligeable à la transmission, avantage fiscal, et avantage de la clause bénéficiaire. Là, on rejoint un peu, là, c'est mon sujet fiscal, où ma clause bénéficiaire, je vais pouvoir en faire ce que je veux. C'est un outil civil extrêmement puissant. C'est un outil fiscal de distribution de revenus, puisqu'il y a aussi, on le voit souvent sous l'angle de la transmission, mais c'est aussi un outil fiscal de distribution de revenus. Mais pour revenir au sujet qu'est le nôtre, qui est le sujet transmission, au travers d'une clause bénéficiaire, je vais l'illustrer, même si ce n'est pas forcément politiquement correct, mais l'assurance vie est utilisée pour, dans certains cas, déshériter un héritier. Et l'assurance vie, de manière relativement simple quand même, on se dit toujours « Ah non, on ne peut pas déshériter un héritier. On peut arriver à réduire sa quote-part. » Et un des outils, à partir du moment où il est bien utilisé, pour réduire une quote-part, peut être l'assurance vie. L'assurance vie, je n'ai pas des héritiers directs, des enfants, des petits-enfants, mais j'ai neveux, nièces, des gens pour qui la fiscalité de transmission monte à plus de 50%, voire des tiers, des gens qui n'ont aucun lien de parenté avec moi. L'assurance vie, pour le coup, est un outil excessivement efficace. C'est vraiment c'est une grande valeur, effectivement. Énorme. Et après, même si je reviens sur un outil de transmission familiale, pour le coup, il y a des rédactions de clauses, des exemples de rédaction de clauses, où on peut arriver à organiser, je dirais presque à la carte, au travers de cette clause bénéficiaire, la manière dont je souhaite organiser la transmission, en tout cas des capitaux, qui sont placés dans cette enveloppe assurance vie. Donc entre le volet fiscal, qui est pertinent, et puis le volet organisation et le volet plus civil de la clause bénéficiaire, on a quand même deux effets de levier qui sont très conséquents. Rien qu'en retenant en chiffres, j'ai un patrimoine relativement élevé. Ma tranche marginale d'imposition au titre de mes droits de succession, je suis à 45. Au maximum en assurance vie, et j'aurais déjà utilisé les tranches basses, au maximum en assurance vie, je suis à 30%. J'ai 15 points d'écart. Déjà, bon, et je suis dans le maximum d'un côté, dans le maximum de l'autre. Mais maximum représente 15 points d'écart. Bon, 15 points de fiscalité, c'est pas neutre. Donc effectivement, intégrer l'assurance vie dans sa réflexion avec la souplesse que permet notamment la clause bénéficiaire, sans même parler de la partie épargne qui est effectivement extrêmement ouverte au suivi. On verse quand on veut, on retire quand on veut. Il y a énormément de sous-jacents financiers. La puissance de l'assurance vie, et c'est cette souplesse au niveau de la clause bénéficiaire notamment. Et comme tu le dis, en plus, il y a un effet de levier fiscal qui serait bien dommage de ne pas utiliser. C'est une enveloppe fiscale. Alors après, on me pose souvent la question de me dire oui, mais alors est-ce que ça va perdurer ? Oui, mais alors comment est-ce que la fiscalité de l'assurance vie peut évoluer ?
Moi, le constat, ça fait maintenant 25 ans que je fais ce métier. Évidemment, sur ces 25 années, la fiscalité de l'assurance vie a évolué, évidemment. Alors, la fiscalité des droits de succession aussi. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que même si ces fiscalités évoluent, la fiscalité de l'assurance vie ne s'est jamais retrouvée au même niveau qu'une fiscalité de succession. Ouais. Et alors après, c'est l'analyse que j'en ferai, mais l'assurance vie, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est plus de 1600 milliards d'euros d'investissement sur les enveloppes assurance vie, ce qui n'est pas neutre. Donc quelque part, on se rend bien compte que ces enjeux-là, et puis parce que la fiscalité de la transmission étant ce qu'elle est, on se rend bien compte que dans ces enjeux-là, celui qui s'attaquera au sujet de la transmission, de l'avantage transmission de l'assurance vie, il va falloir qu'il aura des vents contraires. Ouais, il va falloir qu'il s'accroche très fort. Ouais, quand même. Tout à fait. Donc, voilà. Très bien, merci pour cette illustration. Effectivement, il y a plusieurs facettes. L'assurance vie fait partie de cette boîte à outils pour la transmission. Tu évoquais tout à l'heure la famille. Il y a aussi des évolutions. Tu parlais de l'évolution de la fiscalité. Il y a aussi des évolutions sur les modes de vie. Est-ce que dans la transmission, toi, dans les cas que tu traites, d'une part, tu travailles différemment sur des familles recomposées, sur le fait que maintenant, il y a le PACS qui est devenu quelque part aussi un outil d'union civile qui est vraiment largement utilisé. Quel regard tu as par rapport à ça ? Est-ce que on dit là aussi c'est du civil ou du matrimonial, il y a une dimension importante quand même, il y a un effet important sur ces choix. Tu évoquais le changement de régime matrimonial. Comment toi tu l'intègres à ta réflexion, à la démarche que tu vas avoir pour tes clients par exemple ? Alors, c'est ce qui rend ces sujets-là, parce que comme je disais, moi, ça fait 25 ans quand même que je fais ce métier, ça fait quelques années, et que je le fais toujours avec la même envie et la même passion, c'est que tous ces sujets évoluent, et que nous-mêmes, en tant que conseil, on se doit d'évoluer avec tout ça. Aujourd'hui, dans les éléments de stratégie qui sont impactants par rapport à l'évolution de notre société, il y a le vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé à travailler, quand on croisait 3 générations en même temps, c'est-à-dire grands-parents, parents, petits-enfants, et que les petits-enfants étaient majeurs et pouvaient commencer à comprendre, ou en tout cas avaient des enjeux et peut-être des besoins, et qu'on avait encore les grands-parents, c'était plutôt rare. Aujourd'hui, croiser les 3 générations avec des petits-enfants majeurs, des parents et des grands-parents, ça reste très courant. On va utiliser aujourd'hui des stratégies de transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire des sauts de génération, avec des économies fiscales là aussi qui sont très conséquentes, des donations, des transmissions transgénérationnelles. Aujourd'hui, j'en fais un certain nombre. Il y a quelques années, alors l'outil n'existait pas forcément, mais on n'était pas non plus face à une organisation familiale où on se retrouvait avec 3 générations vivantes, parce que je rappelle qu'il faut que les 3 générations soient vivantes pour une transmission transgénérationnelle. Mais voilà, l'allongement de la durée de la vie est un des éléments qui font qu'aujourd'hui, on peut mettre en place ces sauts de génération, on peut avoir des grands-parents qui veulent aider leurs petits-enfants, et donc, quelque part, ça réorganise un peu ces stratégies-là. La recomposition du cercle familial avec des remariages, des familles recomposées, en font partie. C'est-à-dire, comment est-ce que j'aide un second conjoint quand de l'autre côté, j'ai des enfants d'une première union ? Tout à fait, donc là, on va mettre en place des legs des résidiaux. Là encore, alors c'est ça aussi le côté formidable, c'est ce qui fait que moi j'aime toujours autant ce métier, c'est qu'on a une boîte à outils qui est exceptionnelle. Moi, je ne me lâche jamais d'ouvrir ma boîte à outils et de me dire alors qu'est-ce que je vais prendre, et en fait c'est passionnant ce truc-là. On se dit tiens, là pour vous je vais sortir ça, mais je ne l'aurais pas sorti pour un autre client à qui ça ne conviendra pas. Donc on a effectivement des outils multiples, ou parfois, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que dans toutes ces stratégies-là, le diable est dans le détail. C'est-à-dire que c'est justement le détail qui fera toute la différence. Et le détail, c'est parce qu'on a échangé avec des clients qui nous ont dit je suis remarié, mais mon épouse, je veux qu'elle ait ça, mais pas ça. Et qu'on a compris que c'était donc pas tout, qu'il y avait de la protection un peu, mais pas tout. Et en fait, tout ça, c'est de la subtilité. Et nous, derrière l'outil, on va l'utiliser pour que justement le diable soit dans le détail et qu'on ait exactement répondu aux besoins qui étaient celui du client. Autre, je finis d'illustrer les évolutions, en tout cas que moi je ressens. L'autre évolution, c'est qu'on a de plus en plus aujourd'hui des situations, on va dire, d'extranéité, c'est-à-dire avec des enfants qui sont, ou même des parents d'ailleurs,
qui sont expatriés. Alors, tu le sais parce qu'on en a parlé, mais j'étais à New York il n'y a pas très longtemps, où on parle d'expatriation avec des New-Yorkais qui ont commencé à... Des New-Yorkais résidents fiscaux new-yorkais, mais français, qui ont commencé à constituer un patrimoine aux États-Unis, qui ont aussi un patrimoine en France, qui se posent les questions de se dire mais comment ça se passe si là je décède alors que mon fils est à New York avec moi pour le premier, mais que le deuxième il est en France, et puis que le troisième il est parti en Australie pour une année. Et en fait, on a de plus en plus ces éléments internationaux qui rentrent en ligne de compte et pour lesquels il faut aussi naviguer. Alors, on a des conventions fiscales bilatérales qui nous donnent des règles, mais on a aussi des outils. Aujourd'hui, par exemple, un testament international. Je pense que là, j'en discutais parce que du coup, j'étais à New York, donc j'ai pu en discuter. Le testament international, moi, quand j'en parle, alors que ce sont des gens qui sont expatriés aux États-Unis, pour certains depuis 10 ou 15 ans, on leur avait jamais parlé d'un testament international en France. Jamais. Alors qu'il existe quand même depuis quelques années. Et c'est tous ces sujets de sensibilisation, justement. Il y a des outils, il faut se poser les questions, être accompagné, parce que c'est effectivement, sinon ça ne marche pas. Te lever un matin en disant, tiens, il n'y aurait pas un testament international. Sûr, oui. Mais ça, il faut effectivement se poser les bonnes questions et être accompagné. On a eu le cas où une fois, je t'avais interrogé sur il y avait un enjeu de fiscalité en Europe, je ne sais plus si c'était en Espagne ou en Italie. Tu me disais, bah oui, je vais me renseigner, mais toi, tu ne peux pas connaître la fiscalité de tous les pays européens, alors qu'effectivement, un client qui aujourd'hui réside en France va partir peut-être 2 ans à Madrid et veut ensuite s'installer en Italie pour X raisons, il faut l'accompagner dans ses projets de vie. Et ça englobe cette dimension de transmission. C'est exactement ce que tu dis. Et en fait, c'est très concret. On se dit, aujourd'hui, alors c'est pas forcément toutes les familles qui sont embarquées sur ces sujets-là, mais effectivement, il faut pouvoir se tourner vers les professionnels qui connaissent les outils et qui ont aussi les connaissances et les personnes en relais, un fiscaliste italien ou espagnol, par exemple. Surtout sur les sujets, mais sur les sujets civils aussi, mais encore plus, je dirais, sur les sujets fiscaux, c'est que je connais pas, moi, de fiscaliste français, par exemple, qui va maîtriser de manière parfaite la fiscalité italienne ou la fiscalité mauricienne ou la fiscalité américaine. Il va avoir des notions, il va connaître, mais c'est en cela où, lorsqu'on parle sur la fiscalité internationale, juste pour illustrer, il y a un sujet français, un sujet de fiscalité française, un sujet de fiscalité qui est abordé dans le cadre des conventions bilatérales pour la plupart des pays, on va dire des pays de l'OCDE, parce qu'il y a un modèle de convention fiscale bilatérale. Donc ça veut dire qu'on va avoir une convention qui va nous donner des règles d'application de la fiscalité entre 2 pays. Et puis ensuite, il y a le sujet fiscalité américaine, pour ce qui était de mes expatriés américains. Et donc, en fait, il faut croiser ces 3 modules. Moi, en tout cas dans mes compétences, j'ai la fiscalité française, j'ai pas de problème. Je vais appliquer la convention fiscale bilatérale qui existe entre la France et les États-Unis. Mais pour aller donner le petit élément où le diable est dans le détail, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de la fiscalité américaine, alors là, pour le coup, ce ne sera pas moi, et c'est ce que je dis à tous mes clients. Il faut qu'on travaille justement en collaboration pour qu'il y ait la partie fiscalité française, la partie application de la convention bilatérale et la partie fiscalité américaine. Et il faut qu'on voit ce sujet-là globalement. C'est indispensable. C'est encore plus un travail d'équipe. C'est encore plus un travail d'équipe. Un autre sujet qui t'anime beaucoup et qui touche aussi nombre de nos auditeurs qui sont entrepreneurs, c'est la transmission de son outil professionnel, la transmission de son entreprise. Toi, c'est un sujet que tu maîtrises bien. Est-ce que c'est un sujet de société, je dirais ? Est-ce que il est en train de se développer ? Est-ce qu'il y a des évolutions qu'il faut avoir en tête pour ceux qui nous écoutent et qui seraient potentiellement concernés ? Alors, tu as bien posé la question, c'est-à-dire que c'est un sujet, à mon sens, c'est un sujet de société. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est de notre tissu économique industriel. Là, moi, je vise un dispositif que j'utilise beaucoup et qu'on a déjà utilisé ensemble, qui est le dispositif Dutreil, donc qui a été mis en place il y a maintenant plus de 20 ans par le ministre Renaud Dutreil à l'époque, qui est un dispositif qui vise à favoriser la transmission des entreprises. Alors, d'ailleurs, dans un cadre familial, ou dans un cadre salarial. Il ne faut pas non plus le limiter à se dire je transmets que à mes enfants. Je peux transmettre une entreprise qu'à mes enfants. Je peux aussi, dans ce cadre favorable, dans ce cadre fiscal favorable, transmettre à des salariés. Et en fait, quand on compare la transmission, donc je le rappelle, ce dispositif-là existe en France que depuis un peu plus de 20 ans. Ce qui en soi n'est pas non plus énorme. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien. Et quand on compare en fait aujourd'hui les détentions capitalistiques des entreprises allemandes
pour qui en fait ce sujet-là a déjà été abordé depuis bien plus de 20 ans, et puis des détentions capitalistiques, notamment même des grosses entreprises françaises, c'est là où on sent qu'il y a un vrai décalage. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place depuis de nombreuses générations et sur des stratégies qui fonctionnent, des vraies stratégies de transmission familiale. En France, en fait, il faut réfléchir à ces sujets-là, parce que ce dont on parle, c'est de la transmission, comme je le disais, d'un chef d'entreprise à un enfant, 2 enfants, 3 enfants, tous les enfants, mais ou qu'un enfant, à des salariés. J'ai fait un Dutreil salarié il y a quelques mois, où en fait, le chef d'entreprise n'a pas d'enfant avec cette velléité de reprise d'entreprise, mais il a 4 collaborateurs qui sont parfaitement motivés, qui ont envie. On a réfléchi aux moyens de s'assurer que ces collaborateurs, sans qu'ils aient aujourd'hui des apports colossaux pour financer une reprise d'entreprise, puissent être aidés au travers de ce dispositif Dutreil, parce que quelque part, pour le chef d'entreprise, son outil professionnel, parce que ce dont on parle, pour certains, ils l'ont créé il y a 30 ans ou 40 ans, et aujourd'hui, ils ont envie de s'assurer de la manière dont cet outil va perdurer. Bien sûr, Donc, il n'y a pas forcément que la solution, je vais trouver un fonds d'investissement pour me racheter ma participation, et souvent le plus cher possible, ce qui peut être en soi une stratégie, hein, oui, je mais ne mets pas de réserve. C'est pas forcément ça. Mais après, il y a aussi une philosophie, je pense, qu'il faut savoir aborder, qui est une transmission. Et alors, là, je vais donner mon point de vue personnel, c'est que pour avoir accompagné un certain nombre de transmissions, alors soit familiales, soit personnelles, ce sont les plus belles opérations. Combien j'ai vu de chefs d'entreprise qui vendaient à des tiers, mais même à la limite qui connaissaient bien, ils s'entendaient bien, hein, avec période d'accompagnement, comme on dit, pendant 2 ans, puis au bout de 6 mois, c'est fini. Hein. Ça marche ça pas. Ça ne se fait plus. Parce qu'il y a une rupture, et c'est quelque chose... Donc, il y a une rupture, en fait, c'est exactement ça. Lorsqu'on est dans le cadre d'une transmission familiale ou salariale, j'ai pas cette rupture. Il faut une continuité, il y a une justement. Continuité. Et quelque part, ce dont on parle, c'est de nos entreprises, c'est de notre tissu économique. Absolument. Et donc, c'est là où je considère qu'il y a un enjeu aussi sociétal. C'est-à-dire qu'on parle d'emploi, on parle de création de richesse. C'est de ça dont on parle. Et donc, je trouve rien de plus dommage qu'un chef d'entreprise qui se dit ah bah oui, c'est vrai que j'aurais pu transmettre à mes enfants. C'est dommage. Maintenant, après, on sait que cet outil-là est un outil qui est très efficace. Alors, c'est là aussi le problème de la fiscalité française, il est relativement complexe à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un empilement de conditions, un empilement d'organisations juridiques et fiscales qui fait que l'outil est complexe à mettre en place et qu'il faut être accompagné sur ces outils-là. Après, c'est aussi un outil, et on l'a vu dans la discussion sur la loi de finances pour 2025, c'est un outil qui est quand même pas mal attaqué, puisque, en tout cas, une partie de nos élus, de nos députés, considèrent que cet outil-là génère un avantage trop élevé en termes de transmission de patrimoine, puisque, juste pour comparer, quand je parlais du taux marginal d'imposition à 45% tout à l'heure, le taux maximum d'imposition quand on utilise l'outil Dutreil, c'est 4%. Donc, il est certain, 45,4%. C'est sûr. Là, on a un effet de levier c'est plus que les soldes. Hein. Et donc, forcément, certains ont saisi cet écart pour aller dire, attendez, vous vous rendez compte du cadeau fiscal qui est fait, et qu'en plus, ce cadeau fiscal-là concerne une typologie de personnes qui sont des chefs d'entreprise. Très bien. Maintenant, après, si on fait le schéma à l'envers, ce dont on parle, c'est d'une entreprise, créateur de richesse, qui emploie des salariés. Si à l'inverse, je n'ai rien fait, que je ne me suis pas posé la question, ça veut dire que je vais rentrer dans la moulinette des 45% sur un actif qui n'est pas liquide, hein, ou alors après, je la liquide, mon entreprise, comme ça, en 6 mois. Ça va être évident. Donc, c'est là où il faut être en fait raccord avec l'image et la philosophie qu'on veut donner lorsqu'on parle de transmission d'entreprise. C'est que c'est un outil qui n'est pas liquide. C'est un outil qui a des enjeux quand même extrêmement importants, des enjeux économiques et sociétaux extrêmement importants. Et donc, on ne peut pas traiter, mais même fiscalement, hein, du coup, cette transmission de la même manière que je vais le traiter sur un immeuble ou un actif financier, bien sûr. On ne parle pas de la même chose. Donc, c'est pas choquant de se dire qu'à partir du moment où on ne parle pas de la même chose, la règle est différente. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Super. Transition parfaite pour... parce que tu disais qu'il y avait des éléments personnels que tu mettais un petit peu dans ce point de vue-là, et merci de le partager avec nous. Ça fait le pivot vers ton parcours. Tu as partagé ta vision du métier. Et on est sur des métiers où, effectivement, être avocat fiscaliste ou conseiller en gestion de patrimoine,
c'est rarement une passion qui naît dans l'enfance. Ouais, j'en connais pas, mais comment ça t'est venu à quel moment est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça s'est fait en plusieurs étapes? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, il y a plusieurs étapes, parce que quand tu as raison, hein, quand on est enfant, on a plus envie d'être Père Noël qu'avocat fiscaliste. Ou boulanger, pour certains. Ou boulanger ou pompier. Enfin, on a plein d'idées. Alors moi, c'est quand même c'est venu relativement tôt, et c'est venu, mais aussi, c'est je pense, dans ma construction, du côté juste. Alors, il y a la justice dans sa globalité, dans son concept. Moi, c'était le côté juste de se dire, il faut que les décisions qui soient prises, les choses qui soient faites de manière juste. Et donc, c'est pour ça que la fiscalité, moi, elle m'a tout de suite attiré. Parce que je reprends mon fil du rasoir qu'il y avait tout à l'heure, mais il y a, je suis allé à gauche, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin, comme dirait Maurice, et donc c'est pas juste. Et puis il y a, j'ai loupé de prendre l'opportunité, et c'est pas juste non plus. Ouais, c'est ça. Donc moi, je me retrouvais avec la fiscalité quand j'ai commencé à aborder la fiscalité en me disant, alors la fiscalité, c'est un sujet qui peut être très injuste. Et en fait, moi, chez qui le côté juste résonnait, c'était un levier pour toi. Ouais. Alors, il faut que je trouve le moyen de rendre la fiscalité moins injuste, parce que quelque part, alors je trouve ça injuste parce que ce que je disais, on va à droite ou on va à gauche, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas du bon côté. Ouais. Donc, il faut arriver à justement pouvoir accompagner sur un sujet qui est, certains diront un peu barbare, mais en tout cas pas simple d'apprentissage. Faut arriver à trouver ce côté juste parce que quelque part, je trouve normal aussi qu'il y ait de la justice dans la fiscalité, c'est-à-dire qu'on n'aille pas pousser le bouchon un peu trop loin, comme le dirait Maurice, et de se retrouver dans des situations où on se dit non. Moi, il y a des clients à qui je dis ça, je fais pas. C'est pas que je ne sais pas faire, c'est que je ne fais pas. Je refuse de faire. Je ne fais pas. Ouais. Et à l'inverse, il y a des clients à qui je dis mais ça, faut faire, parce que sinon. Et donc voilà, j'en reviens à ce côté juste qui pour moi a toujours été important dans le métier et important dans la fiscalité. D'accord. Donc, c'est venu de là. C'est intéressant parce que souvent on parle des projets de vie pour les clients au niveau de la gestion de patrimoine. En fait, toi, ce projet de travailler sur des éléments de justice, quelque part, sans dire que tu vas les plaider, mais en tout cas, dans le quotidien, c'est un peu ta mission et ta contribution. C'est là où, en fait, moi, je me retrouve beaucoup dans le conseil, c'est-à-dire dans la manière d'apporter au client une information et de répondre à des questions ou à des besoins. Parce qu'en fait, le besoin, il est double. Il y a j'ai une question, il faut y répondre, mais il faut même aller au-delà dans le conseil. C'est-à-dire que vous n'avez pas la question, mais moi, je vais vous poser la question. Ouais. Et en fait, et je vais répondre à cette question, mais vous n'avez pas eu la question parce qu'on est sur des sujets qui sont un peu complexes, qui sont personnels, parce que tout le monde n'a pas cette envie de brainstormer sur ces sujets-là, alors que parfois, c'est quand même important. Donc, il y a, je dis souvent, en reprenant cette notion du diable est dans le détail, il est dans la question que vous n'avez pas posée. Il est dans la question sur laquelle je vais vous challenger. Et moi, je dis souvent, moi, je suis un ouvreur de portes. C'est-à-dire que j'ouvre des portes. Après, vous la refermez. Alors là, pour le coup, j'ai pas de complexe sur le fait qu'on puisse refermer la porte. Bien sûr. Quelque part, c'est la stratégie. Là aussi, je dis, c'est pas ma stratégie qu'on va mettre en place. C'est la vôtre. Donc moi, vous fermez les portes, on ouvre des portes, vous prenez la porte. Enfin, vous prenez la porte. On passe par la porte. On passe par la porte ensemble. Mais on avance dans ce sens-là. C'est le point le plus important. Et pour ça, c'est un métier aussi de questionnement, ce qui, moi, je trouve le rend intéressant. On est d'accord, on partage ce point de vue. Tu as travaillé pour des très beaux établissements qu'on peut citer, comme HSBC par exemple, pour la partie banque patrimoniale, mais aussi pour Cyrus Conseil, qui est évidemment incontournable sur le marché de la gestion de patrimoine. Tu as construit beaucoup de choses dans ces belles maisons. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, tu aurais pu continuer en plus, ça se passait très bien, on s'est croisés à cette époque-là et ça se passait très bien pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, bah, tiens, je veux monter ma société, je veux me lancer en tant qu'entrepreneur? Alors, moi, j'ai commencé dans les professions libérales, même avant la banque. J'ai commencé dans le notariat, je suis passé en cabinet d'avocat, j'ai un peu fait les différentes casquettes. Et en fait, dans chacune de ces casquettes, je me suis rendu compte qu'il y avait le conseil, et que le conseil était l'accessoire d'autre chose. Dans le notariat, je vais donner du conseil, mais derrière, le notaire, il fait un acte de donation, une acquisition immobilière, une restructuration. Et donc, il va y mettre du conseil, évidemment.
pas tous, mais en tout cas, le notaire chez qui j'ai été formé, il mettait beaucoup de conseils. Mais le conseil était aussi l'accessoire de quelque chose. Pareil chez un avocat, pareil en banque, pareil en conseiller de gestion de patrimoine. C'est-à-dire que le conseil, alors dans tous ces métiers-là, ils accordaient beaucoup d'importance au conseil. Bien sûr. Mais le conseil était l'accessoire de quelque chose. Ouais. Et en fait, moi, arrivé avec mes plus de 15 ans de carrière, je me suis dit que je voulais que le conseil soit le principal. D'accord. Et que ce ne soit plus l'accessoire. Donc, moi, aujourd'hui, je ne fais que du conseil. C'est l'accessoire, en tout cas par rapport à mon approche. Je travaille avec différents professionnels. Ouais. Mais quand j'aborde ces sujets-là avec les clients, ils savent très bien que moi, dans mon métier de conseil, ce ne sera que mon jus de cerveau et que mon métier de conseil est le principal de mon activité et non pas l'accessoire. Alors, j'exerce le même métier depuis 25 ans. Pour le coup, c'est le même. C'est juste que j'ai inversé le prisme dans lequel je le faisais pour faire en sorte que le cabinet dans lequel je suis a mis le conseil comme unique définition de son objet social. Oui, et ça rejoint ce que tu disais un peu plus tôt en disant tu voulais avoir un rôle sur une valeur ajoutée et notamment sur cette dimension de fiscalité avec une recherche de justice et d'équilibre. C'est vrai que quand tu fais de ton point central le conseil, tu es sûr qu'il n'y a pas de biais, quel qu'il soit. Et encore une fois, toutes les entreprises ont leur modèle économique et qu'il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Mais dans la logique, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'on s'en était jamais parlé avant. Donc, voilà. Je connais très bien ton parcours, mais tu vois, cette notion de accessoire à essentiel est super intéressante. Merci de partager ça. Dans tes moteurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des sources d'inspiration ou des personnes ou des démarches qui sont des sources d'inspiration, qui peuvent être des moteurs pour continuer à être curieux? Alors ça, c'est un peu un état d'esprit, mais est-ce que tu vois des personnes ou des établissements ou des choses où tu te dis, voilà, ça c'est vraiment, c'est ça que j'aimerais faire, ou j'aimerais aller vers ça, ou j'ai envie de m'en rapprocher, de m'en inspirer? Alors, des gens qui m'ont inspiré, oui, moi, Bernard Monassier, avec qui j'ai commencé à travailler, j'avais tout juste 25 ans et j'arrivais pour travailler avec un grand professionnel, parce que c'était un grand professionnel du notariat, avec cette approche conseil quand même extrêmement développée, et puis ce sens du service client qui était très développé. Donc, il a quand même, je pense, inspiré une longue partie de la manière dont je voulais faire ce métier et de la manière dont je fais ce métier. En cadre professionnel, c'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup inspiré. Après, sur le prisme, quelque part, la personne la plus importante dans la manière de faire ce métier, c'est le client. Enfin, ça a l'air un peu, mais c'est-à-dire que ça a l'air un peu facile de dire ça, mais moi, les gens qui m'inspirent, ce sont les clients. Parce qu'ils ont tous une histoire différente. C'est super intéressant. Et en fait, c'est eux qui, à la fois, vont rendre le sujet challengeant, parce que moi, après, derrière, je le prends dans un sens professionnel. C'est-à-dire qu'eux m'inspirent dans le sens où ils posent un cadre, et moi, derrière, je vais être challengé pour essayer de me dire, est-ce que je vais trouver une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Ça m'est arrivé une fois de ne pas en avoir. Où là, je me suis dit... la feuille blanche. Bon monsieur, la page blanche. Alors, il avait des enjeux, une organisation familiale et des enjeux. Je me suis dit, là, mon bon monsieur... Je ne sais pas par quel bout prendre le sujet. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ça m'est arrivé une fois, je m'en souviens encore. Je n'en ai pas, mais pas d'enfants, plus de parents, pas d'enjeux, pas d'envie, pas de... Donc là, on a beau ramer. Je suis parti par les fondations, je suis allé chercher partout. Rien. Bon, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est rare quand même, la plupart du temps, les clients vont avoir ces envies, ces enjeux, vouloir aider l'un, déshériter l'autre. Je ne porte pas de jugement de valeur, les histoires de famille sont ainsi faites. Bien sûr. Mais voilà, il y a forcément des enjeux. Et donc, quelque part, en termes d'inspiration, je suis plus inspiré par aujourd'hui, comme je l'ai toujours été, en tout cas par les clients que j'accompagne, et par ce côté indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je ne sais pas si je devrais le dire, mais j'ai cette indépendance de pouvoir faire mon métier comme je veux, de la manière dont je le veux pour servir les clients, avec la vision que j'ai. Et en fait, j'y ai pris quand même beaucoup, j'y ai pris goût.
pas mal. Et donc, c'est vrai que j'aurais du mal à imaginer que ça puisse se faire autrement. Oui. La seule pression que tu as, en fait, c'est celle de tes clients ou celle que tu te mets à toi-même en disant là, il faut que je trouve une solution. C'est ça. Oui, oui. Et je partage ton point de vue sur souvent quand on est face aux clients et qui nous disent voilà, j'ai besoin que vous m'aidiez à faire. On a déjà envie de dire mais est-ce que vous avez construit avec votre parcours, votre entreprise, déjà bravo. On a déjà envie. C'est vrai que c'est une source d'inspiration. Hein. Ah oui, moi, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, on a envie d'être à la hauteur. Ouais. On se dit, il a super bien réussi. Voilà, une entreprise, c'est magnifique. Et il s'est peut-être oublié sur certains sujets pour protéger ses proches ou son cadre de vie ou préparer sa transmission. Mais on ne peut pas être partout. Et c'est vrai que là, on a envie d'être à la hauteur de ce qu'il a réussi à faire dans son parcours professionnel pour dire on va vous aider sur le patrimonial ou sur tel ou tel aspect. Ouais. Puis après, égoïstement, il y a aussi quand même une certaine satisfaction personnelle, quoi qu'on dise. C'est-à-dire qu'au bout du bout, quand on y est allé, que le client savait, alors déjà, il ne savait même pas où il allait aller. Quand on a commencé à lui dire qu'on allait aller par là, qu'on a commencé à sortir notre boîte à outils, il a regardé la boîte à outils et il s'est dit « Ouh là là !» C'est très compliqué tout ça. Il faut que je me lance là-dedans, vraiment, vous êtes sûr. Alors après, c'est là aussi où, quelque part, dans ce métier-là, on n'en a pas parlé, mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à la pédagogie. C'est-à-dire qu'on me verra rarement citer un article du Code général des impôts. Parce que globalement, ça ne va pas servir à grand-chose. Par contre, il faut que les clients aient à peu près compris, pour ne pas dire complètement compris, où ils allaient. C'est pas où je vais moi, c'est où eux ils vont, parce que moi j'y vais pas, hein, mais eux ils y vont. Donc il faut quand même qu'ils aient compris où ils allaient. Donc c'est vrai qu'on part du début où je sais pas où je vais aller. On passe par la phase oh non, il a une boîte à outils, lui, ça va pas être facile à manipuler. On passe ensuite dans la phase de réflexion stratégique, ensuite dans la phase mise en place. Enfin, voilà, c'est quand même un métier bien phasé. Et puis on arrive à la fin, où vraiment les choses se sont faites. Et là, en fait, le client, il voit les choses derrière et il se dit ah, c'était bien. Et là, il y a une certaine satisfaction personnelle de se dire bon, on a réussi. On a fait un bout de chemin ensemble et on était là. Effectivement, tu as raison. C'est des stratégies qui sont longues en plus. Enfin, moi, la transmission, entre la réflexion, qui peut déjà quand même demander parfois même plusieurs années, il y a des clients qui réfléchissent, qui disent non, pas là, peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Donc, c'est des sujets qui sont longs. Après, il y a la mise en place. Parfois, la mise en place est longue aussi. Donc, tout ça, c'est un accompagnement qui se fait sur la durée, ce qui rend le sujet aussi intéressant parce que on crée des liens encore plus forts avec les clients. Et puis donc c'est vrai quand on est au point d'arrivée, une certaine satisfaction personnelle. Bien sûr. C'est cette notion d'accompagnement, de temps long, effectivement. C'est du temps long. La transmission, c'est du temps long. C'est du temps long et on accompagne forcément les clients dans ces projets-là et c'est vrai que c'est satisfaisant quand on a fait un bout de chemin et qu'en plus le client se dit je suis content de l'avoir fait avec vous parce que souvent c'est ça qui arrive aussi au-delà on va dire de l'efficacité de la stratégie mise en place, qui va être chiffré, etc. Mais il y a aussi une satisfaction personnelle. Il y a aussi une dimension psychologique. Oui, mais il y a une grosse dimension psychologique. Pour lever des fois des freins, en se disant s'il faudrait quand même faire ça, ça va être compliqué, ça va piquer un peu, mais si on ne le fait pas du tout, ça va être encore plus douloureux. Parfois, il faut sensibiliser de manière très forte les clients pour qu'ils aient... c'est ce que je disais au début. Le gros enjeu, c'est qu'eux aient pleinement conscience de ce que sont justement ces enjeux. Oui, tout à fait. Ça, c'est notre enjeu à nous. Donc la valeur du conseil qui est, j'allais dire, en premier lieu, qui t'anime au quotidien, et puis je dirais depuis toujours, puisqu'en fait on voit que c'est ton parcours. Alors tu le sais, dans notre podcast, justement, on accorde évidemment beaucoup de valeur à ce conseil, et on a 2 questions fétiches. La première, c'est quel est le meilleur conseil que tu aies pu donner dans ta vie professionnelle ? Ça reste dans mon sujet fétiche qui est la transmission d'entreprise. Alors, j'ai eu 2 sujets. Moi, j'ai eu un sujet plus douloureux qui venait avec le même prisme à chaque fois. C'est un chef d'entreprise qui transmettait à un enfant. Et j'ai eu le premier cas qui était plus douloureux d'un chef d'entreprise où on a commencé la réflexion et en cours de réflexion, alors qu'il travaillait avec son enfant, et que cet enfant a dit en fait, moi non, je ne le reprendrai pas. T'as fait un truc super, etc. Et là, pour le père, alors qu'ils travaillaient ensemble depuis pas mal d'années, ça a été... Et donc, moi, je me suis retrouvé au milieu du sujet, et lui, il nous a dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, il faut trouver le plan B, alors repartir.
emmener son client, parce que lui, là, d'un seul coup, tout s'était effondré. Tout s'est effondré, ouais. Donc, ça, c'était le côté moins rigolo, mais quelque part qui m'avait quand même beaucoup touché. Parce que à chaque fois, on accompagne, ce que tu sais, c'est de l'humain. Et alors, c'est de l'humain, et là, pour le coup, encore avec une autre dimension que moi, j'aime beaucoup, qui est la dimension du chef d'entreprise. Moi, j'aime beaucoup cette dimension de chef d'entreprise qui s'est lancé, qui a créé, qui s'est battu. Je veux dire, on a beau vilipender parfois cette vision de chef d'entreprise. C'est quand même celle qu'anime des hommes et des femmes dans notre pays et qui leur fait déplacer des montagnes. Ouais. Bon, rien que pour ça, moi, je suis admiratif. Et l'autre sujet qui était dans le même prisme, c'est-à-dire que c'était un père qui voulait transmettre à ses enfants, et au final, il n'y a qu'un enfant qui reprenait. Et donc pour lui, c'est alors d'un autre côté, c'était aussi un peu la catastrophe, parce qu'il disait, mais comment je vais faire ? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il en avait 3. J'ai 3 enfants et j'en ai qu'un seul qui va reprendre. J'aurai jamais de quoi dédommager les autres. Je vais avoir une rupture d'égalité si jamais je lui donne l'entreprise. Qu'est-ce que vont devenir les autres ? Je pourrai jamais arriver à leur donner l'équivalent. Et donc il était, en tout cas moi, on était dans la discussion. Il était en panique en se disant, je sais pas comment je vais faire. Et là encore, on a sorti la boîte à outils. On s'est dit, on va essayer de trouver une solution et on va voir comment on peut s'en sortir. On a mis en place ce qu'on appelle les schémas de family buyout. En fait, on permet à la fois de respecter une égalité entre les enfants et de transmettre l'outil professionnel qu'à un seul, dénommageant les autres avec un schéma de société holding, des choses qui sont très efficaces avec des effets de levier fiscaux, là aussi très très important. Tout ça, ça rejoint ce que je disais, moi, la transmission, mes dossiers, les dossiers dans lesquels j'aime cet élément psychologique, c'est la transmission d'entreprise familiale. Un des derniers que j'ai fait, c'est une transmission familiale d'un père à ses 3 enfants. Les 3, donc il a 3 enfants et les 3 reprennent. Les 3 vont être associés. Une fratrie, en plus, ça a résonné parce que c'est 3 garçons, j'ai 3 garçons. Et donc ces 3 garçons-là qui s'entendaient pour poursuivre le projet professionnel de leur père, la fierté de leur père qui voyait que ces 3 enfants étaient à la fois très motivés, très bons, parce que là, pour le coup, je trouve que les 3 étaient très bons. Et en fait, moi, dans cette approche qui est plus de la psychologie que du droit ou de la fiscalité, c'est très sympa de voir la réalisation de ces opérations-là et la fierté d'un père vis-à-vis de ses 3 enfants, le soulagement d'un père vis-à-vis d'un seul des enfants qui reprend en disant « mais pour autant, j'ai respecté l'égalité avec tout le monde ». Et ce sont ces éléments-là, moi, qui me plaisent. Super. Et alors... le conseil que toi tu as reçu dans ta carrière et qui t'a marqué, qui t'a façonné ou qui te tient aujourd'hui encore quand tu te lèves le matin. Ça reprend le personnage que j'ai cité tout à l'heure. Ouais. C'est parce que quelque part j'ai quand même été formé par lui et qui me disait le dossier il a un point de départ. On est des professionnels du droit donc on sait à peu près comment est-ce que les choses vont se passer. Il a un point d'arrivée, vous ne le maîtriserez jamais. C'est-à-dire qu'on part, on se dit, on va faire ça, comme ça, et puis les choses faisant, l'évolution du droit faisant, le questionnement des clients faisant, et donc en fait, il m'a toujours dit, vous partez, donc en gros, ne soyez jamais assuré de ce que vous allez faire, parce que ça bougera tout le temps. Ouais. Donc il faut accepter même ça. Si c'est lancé. Donc en fait, c'est... une remise en question constante de tout ce sujet-là. C'est-à-dire il m'avait dit, ne partez jamais, parce que vous allez emmener vos clients là où au final ils ne voudront pas aller. Ouais. Parce que vous êtes partis, là, comme ça, vous n'avez peut-être pas suffisamment écouté à un moment où il fallait justement les écouter. Et donc, c'est de se dire, à chaque étape, je refais retourner la machine et je me dis, est-ce que tout le monde est au bon endroit ? Est-ce qu'on est dans le bon sens ? Et donc, on recommence. Et en fait, moi, je dis aux clients, on part d'un point A, on va aller au point B. Le point A, c'est celui qu'on connaît tous là. Vous êtes là, moi, je suis là. On connaît nos situations. Et puis ensuite, on va faire un voyage et puis on va aller au point B. Après, c'est comme tous les voyages. Dans le voyage, vous pouvez avoir un changement de règle fiscale, vous pouvez avoir un changement de prisme, vous pouvez avoir, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un enfant qui d'un seul coup, en cours de route, alors que vous étiez parti sur un Dutreil, vous commencez votre truc et que l'enfant vous dit, en fait, moi, non, vraiment, je veux pas. Donc, voilà, c'est ce qui fait que j'aime ce métier. Eh ben, c'est une belle image pour conclure cet épisode et puis qui nous rappelle aussi à cette curiosité permanente qu'il faut avoir parce qu'effectivement, chaque dossier est différent. Cette humilité aussi permanente en se disant, comme je ne sais pas exactement
où ça va nous emmener, il faut quand même rester aussi assez humble. Et Oui. c'est Ouais, c'est vrai. une qualité que je te reconnais totalement sur des dossiers où tu mets en œuvre une super technicité. Donc ça, moi, je suis toujours assez admiratif. Voilà, quand un expert sait rester humble et puis se ramène au niveau du client, parce que comme tu me dis, c'est sa stratégie, et pas la tienne. Ouais. C'est lui qui va partir. Donc ça, c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé Merci ce à moment. toi. Et ton expertise, toujours avec le sourire et ces convictions qui t'animent. Donc, c'est très sympa de l'avoir fait pour nos auditeurs. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Patrimoine. Merci encore Stéphane. Merci à Et toi. au plaisir de nous recroiser sur quelques beaux Avec dossiers plaisir. clients.